Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un petit thread foot, ça fait quelques temps qu'on en a pas fait, et c'est la première vidéo de 2024, et je me suis dit que pour la première vidéo de 2024, ça serait intéressant de faire un petit bilan sur l'Olympique Lyonnais 2023, un club qui nous a beaucoup torturés, on a eu quelques petits hauts, beaucoup de bas, et des péripéties tant sportives que hors sportives, peut-être même plus que d'autres clubs. Et habituellement, les clubs, vous connaissez, ils aiment bien avoir leur thread banterera, c'est-à-dire genre les dingueries qui se sont passées sur une période de temps des fois assez longue, sauf que nous, c'est sur 365 jours. Et pour exorciser un petit peu tout ça, je vous propose, on revient dessus, on rigole un coup, et on espère que 2024 se passe mieux. En plus, je suis à Lyon, j'ai le maillot, c'est mon décor complètement fouillis, mais je trouve que ça correspond bien au cadre de la vidéo, donc c'est parti. Alors si vous êtes des habitués des threads foot, en général, c'est des threads Twitter avec une photo et un texte. Cette fois, on s'est dit qu'on allait faire un petit PDF, tu vois, comme une sorte de présentation un petit peu plus visuellement belle à voir. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a plu. Bon, cette fois, contrairement aux autres threads, on n'a pas utilisé Twitter, on a fait comme un petit PDF avec justement l'enchaînement des trucs qu'on a discuté en live, donc les viewers ils me disaient ouais oublie pas ça et oublie pas ça, oublie pas ça, et surtout on l'a fait de manière chronologique, donc c'est de janvier 2023 à décembre. On commence. Numéro 1, le CSC contre Strasbourg. Après avoir lancé 2023 par une piètre prestation contre Clermont à domicile, j'y étais, c'était vraiment un match immonde, on perd à la dernière minute sur un penalty, enfin dans les dernières minutes, et un piètre 0-0 contre Nantes, les Lyonnais reçoivent Strasbourg 19e, qui ne compte qu'une seule victoire en 18 journées. Défaite 2-1 avec un CSC. Ça, c'est mon Noël. Oui, ça, c'est mon Noël. Pour deux raisons. Parce que déjà, on prend un banger, si je dis pas de bêtises, de Aoulou. Et en plus de prendre un banger, regardez la gueule du CSC en quelques images. C'est l'un des CSC les plus drôles entre lui et celui, peut-être, on va le voir peut-être un peu plus tard dans le thread, celui de Malo Gusto. C'était terrible parce qu'on se branle souvent sur la deuxième partie de saison de l'OL, qui effectivement était meilleure factuellement dans les points. Mais c'est quand même oublié que en janvier, au tout début, c'était pas ça. C'est après, avec l'installation de Barcola dans le jeu notamment, et effectivement le duo avec Lacazette, Cherki qui commence à jouer plus souvent et qui fait une bonne deuxième partie de saison, qu'on commence à ressembler à quelque chose. Mais ce CSC là, c'était terrible. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, ce match-là, il y avait eu des incidents, des machins, des grosses interdictions de stade et tout. Après, ça avait vraiment débordé. C'était peut-être l'un des plus gros débordements à date à l'OL d'un truc sportif hors sportif. Mais ce CSC, c'était vraiment une belle clownerie. Ça nous annonçait quand même une bien belle année. Et perdre de toute façon contre une équipe qui compte qu'une victoire en 18 journées, coucou. Bonjour, c'est la spécialité, forcément. Sachez que dans ce match face à Strasbourg, on a perdu 3 points, mais on a gagné 50 millions quelques mois plus tard. Remplacé après une nouvelle prestation décevante, Karl Toko Ekambi laisse transparaître sa frustration et enclenche la poubelle du couloir du Groupama Stadium. Cet événement scellera, si cela est encore nécessaire, de la fin de son aventure lyonnaise. Ouais, Karl Toko Ekambi, la poubelle gate, voilà. Bon, Karl Toko Ekambi, moi déjà, je vais dire un truc, tout son passage à l'OL n'a pas été mauvais, il y a eu vraiment de bonnes choses. L'année d'avant, c'est lui le meilleur attaquant sous Peter Bosz avec une très bonne Europa League. Et ici et là, il a eu de vrais bons moments, il a été acteur dans certains des bons moments de l'Olympique Lyonnais, notamment le Final 8. Maintenant, c'est vrai qu'il a eu... on va dire des accroches avec les tribunes, on s'en rappelle les débordements contre Montpellier, il me semble, si je dis pas de bêtises, et puis au global ça termine comme ça. Bon bah il s'est fait encore une fois siffler parce qu'il avait été horrible, hein, si on doit être honnête, et après derrière la poubelle, putain la caméra, genre tu sais la caméra poubelle, on voit le joueur rentrer, tu sais ça aurait pu se faire scred et tout, non poubelle, et puis après derrière joue plus et ainsi de suite, et c'est ce qui permettra du coup à Bradley Barcola effectivement de jouer plus souvent et à l'OL de faire une deuxième meilleure partie de saison. De toute façon les problèmes sportifs à l'OL c'est pas un seul acteur. Tu vois, c'est ni Karl Toko Ekambi ou juste les joueurs ou juste l'entraîneur ou juste le sportif, c'est un peu tout. Mais c'est vrai que sur la fin, Karl Toko, ça le faisait pas trop, que ce soit dans le niveau de jeu ou l'attitude, c'était pas ouf. Et donc il a fallu que ça s'arrête. Là maintenant, je sais qu'il joue en Arabie, je crois, si je dis pas de bêtises. On lui souhaite du bon, mais c'est vrai qu'il aura fait un passage contrasté dans le club. Ouais, 14 millions quand même, hein, il avait coûté, hein, c'était 11,5 plus 4, mais comme j'ai dit, je retire pas que du mauvais. Franchement, c'était pas un mauvais attaquant. Ça c'est un truc que je reprends souvent, c'est Vincent Duluc qui avait écrit Karl Toko, c'est un joueur de série. C'est-à-dire que s'il commence à te faire 2 bons matchs, derrière il va t'en faire 12, puis s'il commence à t'en faire 2 mauvais, il va t'en faire 10. Tu vois ce que je veux dire? Genre, il n'y a pas de haut bas, haut bas, haut bas, c'est haut bas, haut bas. Donc forcément, par moment, c'est frustrant. Voilà pour Karl Toko Ekambi. Oh là 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 là. Vous avez 11 millions à investir, 2 solutions. Vous confiez votre argent à Madoff, vous offrir Amin Sarr. Dans les deux cas, la résultante sera la même. Oh, le montage avec ça. Le bon vieux Amin Sarr. Alors, Amin Sarr, c'est le dernier cadeau empoisonné de Bruno Chéroux. Et c'est les vestiges d'un Olympique Lyonnais ex-Olas, Ponceau, pas de directeur sportif, Chéroux, des trucs bizarres. Pour la petite anecdote, Amin Sarr, faut se dire que c'est une piste Bruno Chéroux, d'accord? Et que à l'époque, il avait été
un peu scoutés par certains des scouts de l'OL quand Cherou allait leur dire ouais on va peut-être le prendre, lui aller le voir. Puis les scouts de l'OL ils avaient dit non il y a pas besoin. Et Cherou il a dit ouais parce que le deal il est fait. 11 millions pour un joueur qui était venu de Erinvin, voilà, en Eredivisie, agent turc, sans doute peut-être ami avec Cherou. Ça m'étonnerait pas que ce transfert se soit scellé à Antalya autour d'une douceur de la cuisine turque. Bref, tout ça pour dire que Amin Sarr, et c'est pas du tout de sa faute, hein, d'accord, juste il a pas le niveau. Et pourtant au tout début quand il est arrivé il y avait une ou deux entrées sympa, genre Lens, tu vois, comme ça il a marqué un but contre Angers. Il vaut pas du tout 11 millions. À l'époque, même les journalistes suiveurs de Eredivisie qui disaient mais oui c'est des soldes ou... Ils étaient un peu marqués, tu vois. En général ça trompe pas ce genre de choses, ou en tout cas ça trompe peu. Et au global, bah voilà, juste il a pas le niveau. Il est parti cet été en prêt à Wolfsburg où il ne joue pas. Il y avait Bild, je crois, un quotidien allemand qui avait fait genre un top des pires recrues en Bundesliga, il était dedans. L'option d'achat ne sera sûrement pas levée, donc il va bientôt revenir à l'Olympique Lyonnais avec 3 ans restants de contrat, donc son cas il va pas être facile à sceller. On dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais joueurs, souvent c'est surtout des mauvais contextes. Le contexte Olympique Lyonnais lui a pas du tout permis de montrer quelque qualité que ce soit, pourtant on a insisté avec lui, hein, même à la prépa et tout machin, il a eu beaucoup de fois sa chance. Pas au niveau du tout, malheureusement. C'est pas lui qui a décidé de son transfert, donc il n'y a pas de haine à lui apporter. Je suis pas là en mode, oh putain, relou, Amin Sarr va te faire foutre et tout. Non, c'est pas intelligent, mais c'est l'un des transferts les plus clowns qu'on ait pu faire. Hein. C'est 11 millions complètement jetés à la poubelle il y a un an. C'est la même fenêtre où on prend Jefinho qui aura au moins fait quelques trucs sympas avant de repartir là en prêt à Botafogo. Coucou Magouiland. Mais bref, voilà, c'est un peu la dernière recrue d'avant que l'OL retrouve une restructuration sportive plus logique maintenant. Et on va pas non plus tout mettre sur Cherou, parce que Cherou, c'était vraiment mauvais, mais c'est vrai que l'été dernier, certes avec DNCG et tout, on a aussi eu nos cagades. Jefinho. Alors Jefinho, c'est simple. On avait une attaque, elle était sans sucre, vraiment un yaourt nature, c'était vraiment pourri. Et lui, il est arrivé, il a porté un bol d'air frais, il était débile, c'était trop drôle, c'était Vinicius du pauvre, tu vois. Mais quand je dis débile, c'est dans le bon sens, dans le sens où il calculait pas et tout machin. Encore très brut dans le dernier geste, malheureusement, mais il y avait quelque chose. Et d'ailleurs, impopulaire opinion, même s'il est prêté là pendant un an à Botafogo et je lui souhaite de se remettre un peu sur jambe là-bas, je pense encore qu'il a quelque chose de sympa et qui pourrait être utile à l'avenir. Mais quand il est arrivé, premier match de Coupe de France, il marque, il fait des dingueries, des machins. Et pour la petite anecdote, parce que ça rappelle pas, il s'est blessé. Donc en fait, sur le match de Coupe de France, il fait sa figure, là, comme vous voyez la photo. Il sort pas tout de suite. Il sort 10-15 minutes après. Sauf que quand vous revoyez la célébration, tu vois vite à son visage que c'est sur la célébration qu'il se pète un peu. Au final, ça n'a pas été une blessure très grave, mais what the fuck, tu viens d'arriver dans un club, tu marques vite, tu montres un peu de belles choses. Il me semble qu'il y avait aussi un match contre Toulouse, je crois, à domicile, où il avait fait des choses sympas. Ou à l'extérieur, mais je sais plus, mais en tout cas, Toulouse, ça m'avait marqué. Et là, célébration au Parc OL, et bim, il se pète. C'est Olympique Lyonnais, quoi. La nouvelle recrue qui vient et qui se casse sur sa célébration, c'est classique. Oh là 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 là, celle-là, elle fait mal parce que j'y étais. Vous avez beaucoup apprécié l'épisode des Villes de France avec Charlie d'Angers. Malheureusement, le périple Nantais-Zac a commencé la veille de ce tournage, un soir d'avril au stade de la Beaujoire, c'est vrai. D'ailleurs, faute à Beaujoire, hein. Fais attention Hugo, on va t'attraper. Un stade surchauffé à bloc et face à une vaillante équipe de Nantes portée par son leader, les derniers espoirs d'Europe lyonnais se sont éteints sous ses yeux. Des affrontements en fin de match sont également venus ternir davantage cette soirée de football. J'étais dans le parcage lyonnais ce soir-là et je vais être honnête avec vous, j'ai fait beaucoup de matchs, beaucoup de parcages, de trucs de machin. Et la Beaujoire ce soir-là, c'est un des stades qui m'a le plus impressionné en termes d'ambiance. Sincèrement, je m'y attendais pas, c'était impressionnant. Genre quand la Brigade Loire, tout le stade reprenait des chants et tout. Et pourtant, on avait fait un parcage où on faisait du bruit nous-mêmes, mais vraiment, t'étais assailli par le bruit des Nantais. Et ce soir-là, dans le jeu, on s'est fait chier dessus. Donc en fait, l'OL ne pouvait quasi plus jouer par le championnat, ou en tout cas, ça allait être très compliqué. Demi-finale de Coupe de France, l'OM était sorti, le PSG était sorti. Donc en gros, entre guillemets, on avait la voie libre. On affrontait Nantes, même s'ils étaient tenants du titre. Et après, t'avais la finale contre Toulouse. Et c'était peut-être l'occasion, si t'es un fan lyonnais, de reprendre un titre pour la première fois depuis 2012 et en plus de retrouver l'Europa League. Ça aurait été magnifique. Europa League, donc requalification en Europe plus titre, incroyable. Et demi-finale, ça se joue à Nantes. On s'est fait terminer. Palois était muselé par Lacazette. Blas met un but de fou sur une petite erreur d'ailleurs d'inattention de Lukeba. Le milieu lyonnais avec Thiago Mendes et tout, c'était calamiteux. On s'est fait avaler. On n'a pas existé. Tous les Lyonnais ont été nullissimes ce soir et c'était horrible parce que vraiment t'avais envie de tout casser. Vraiment, je jure, c'est un des matchs qui m'a le plus foutu les boules cette année parce que j'y croyais et l'histoire aurait été belle. Mais bravo aux Nantais parce que franchement ce soir-là, on s'est fait avaler le cul, hein, désolé de l'expression, donc c'est pas très volé. Oh là là.
Jean-Michel Aulas, quelques mois suivant le rachat du club par John Textor et après 36 ans de présidence, JMA est remercié par le board lyonnais et contraint de quitter ses fonctions à quelques semaines de la fin de saison. Les amis, écoutez-moi. Ça, c'était un choc parce qu'il y a un article L'équipe qui est sorti pour décrire un peu ça. Il y avait eu une réunion du board, donc board, pas bord. Et en fait, à la fin de la réunion, donc tu sais, c'est le conseil d'administration et tout ça machin, tous les gens qui ont des parts et des possibilités de voter. Et depuis que Textor est venu, il y a Textor et des Américains qui tiennent des parts et puis t'as les Lyonnais, tu vois. Et sauf que vu qu'ils ont acheté la majorité de l'OL, c'est Textor et les siens qui avaient le plus de voix. Et en fait, à la fin de la réunion, au bout de 2-3 heures à repasser tous les sujets, Textor il arrive en call, tu vois. Il dit voilà, Jean-Michel Aulas, on veut le virer pour faute grave, vote tout de suite. Vote tout de suite, les 8 Américains ou 9 Américains votent oui, les 7 ou 8 Français votent non, Aulas fini. Comme ça, boum, à minuit. C'était vraiment, c'est du Game of Thrones ce truc. Ça aura des conséquences encore après, mais Aulas, après X années, donc 36 ans de présidence, se fait virer comme ça, sur un call Skype, limite t'as l'impression, c'est une onde de choc. Et Jean-Michel Aulas, qui a fait un très bon travail à l'OL, était malheureusement sur la fin plus du tout à même de ramener un club au top, je pense, avec un fonctionnement encore très archaïque, une cellule de recrutement très vieille et absolument sous-performante et surtout sous-fournie, on va dire. Pas de direction sportive, des décisions un peu cheloues et tout machin. Attention, hein, John Textor qui a pris la suite, pour l'instant c'est un beau menteur aussi, si on doit être honnête, mais c'était temps pour Jean-Michel Aulas de passer à autre chose parce que le club prenait une trajectoire très mauvaise et il y a beaucoup de cette trajectoire et de ces décisions qui sont issues de JMA, donc au moment où il part, c'est pas volé non plus. Oh là 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 là. L'OM arrive chez nous, il nous gagne au match aller au Vélodrome. Il faut savoir que voilà, on n'avait pas perdu contre l'OM à domicile depuis 2007, donc ça faisait 16 ans. Alors c'est pas l'invincibilité Bordeaux style, mais quand même c'est un signe qu'on est plutôt pas trop mal. Et là, CSC à dernière seconde, t'as Mal Augusto, il me semble qu'il revient en plus de blessure, je crois que ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas joué. Clownerie complète, ça rebondit sur lui, on se prend le but, dernière minute, le coup de massue que ça met sur la tête, sa mère, j'étais abattu. Forcément, tu sais, on a rivalité contre les Marseillais, tout ça machin. J'étais au stade, vraiment, j'ai envie de pleurer. Je crois qu'il y avait un parquage en plus, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il y avait en plus des Marseillais dans le stade et tout, ça avait fêté de zinzin, en tout cas du côté du staff marseillais. Et des joueurs, ça arrive à la dernière minute de la manière la plus horrible possible. Déjà, le premier but qu'on prend, c'est une profondeur, je me rappelle, avec Alexis Sanchez et tout machin. Et là, le CSC, à la dernière minute, en plus avec un joueur qui est revenu et qui avait fait une entrée calamiteuse. Alors maintenant, Gusto, il s'en fout. Là, Chelsea, il performe et tout, mais ça, vraiment, ça m'avait frappé à l'estomac. Et la fin de saison lyonnaise, même si on avait fait du bon, t'as quelques résultats ici, que ce soit lui, celui de Strasbourg, la défaite contre Clermont, enfin le truc contre Clermont là-bas avec la Casette qui arrête un penalty à la dernière minute. Auxerre, plein de matchs à la con qui font que on aurait pu être peut-être pas si loin que ça pour peut-être jouer l'Europe à la fin, genre finir 5e, 4e. À la fin, on a fini Fanny. Oh. Bon, celle-là, on a pris pour rigoler. Hein. Très peu utilisée lors de cette saison 2022-2023, Jérôme Boateng vient ponctuer une saison lyonnaise ratée par un CSC digne des plus grands sabordages de l'histoire de la piraterie. On se fait défoncer par Nice à la dernière journée. Pour rigoler, moi, à la dernière journée, en plus, j'avais regardé le multi. Et tellement le match OL-Nice était nul qu'on passait jamais sur le multi. Et pour venir couronner son passage clownesque à l'Olympique Lyonnais, avoir juste coûté très cher et avoir été au global pas très bon, bah, Jérôme Boateng est venu le conclure avec un magnifique CSC. Tout ce qu'on aime, voilà. Une mésentente avec Lopez, but de clown. C'est venu sceller la saison correctement. Un des seuls feuilletons qui peut se targuer d'être aussi long que les feux de l'amour, la situation financière fragile du club aura animé les différentes périodes de mercato. Le club s'est donc vu imposer un contrôle de ses transferts ainsi que sa masse salariale. Ces sanctions seront par ailleurs assouplies en décembre 2023. Bon, on en a déjà beaucoup parlé, je vous la fais en rapide. La DNCG, il y avait Aulas qui leur avait promis un certain volume de vente. Textor, il est arrivé avec son beau parler d'américain et il a dit « Nous, on veut plus vendre les meilleurs et faire du trading de joueurs, on veut les garder et du coup, on veut pas s'engager à vendre. » En gros, la DNCG, il disait « Engagez-vous à vendre pour 60 millions de joueurs cet été et vous serez libre. » Textor, il a dit non, on veut garder les meilleurs. Plus tard dans l'été, on est sanctionné. Donc du coup, on pouvait recruter qu'à échelle de 25 millions et avoir un tel taux de salaire. On vend quand même Lukeba et Barcola, d'accord? Alors certes, ces derniers voulaient partir, mais bon, à la fin, t'es un président de club, tu peux toujours refuser des départs, ça s'est toujours vu. Et ça s'est déjà vu, et je pense qu'ils nous auraient bien aidé si c'était encore là les deux, mais bref, ça c'est autre chose. On les vend quand même, d'accord? Donc pour 90 millions d'euros, et on peut pas remplacer correctement. Et donc du coup, on fait des achats un peu à l'arrache, Nuama des magouilles, et on fait la première partie de saison là que vous venez de voir, absolument clownesque, dans des conditions complètement périmées, et en ratant la DNCG parce qu'on a voulu faire les coqs, à leur dire non, on refuse de vous dire qu'on va vendre, et après, vendre quand même, pas bien remplacé, et on est horrible. La première cagade
de notre ami John Textor, qui est aussi un beau menteur, lui, je tiens à le dire. Les meilleurs vont pas partir, ça, ben voilà, c'est à peu près de toute façon dans la suite de ce que je raconte, hein. Les meilleurs vont pas partir. En plus, le pire, c'est que moi, c'était un discours qui me plaisait, tu vois, j'étais ok, vas-y, les meilleurs vont pas partir, d'accord, peut-être qu'enfin on va arrêter chaque été de lâcher les meilleurs pour 50 millions pour faire baisser la dette. Dans mon malheur, j'avais oublié que la dette de l'OL, elle est à 300 millions et quelques, parce qu'il y a aussi accolé les prêts que Textor a pris pour acheter le club. Et en plus de ça, lui, avec tous ces trucs-là, il utilise la carte bancaire de l'OL pour faire des trucs. Bref, vraiment, on est dans un univers qui est absolument dégueulasse. Mais bon, ce truc de changement de politique, les mecs, maintenant je suis là, on arrête de vendre les meilleurs. On a totalement vendu les meilleurs, comme Olas l'aurait fait. À cet égard-là, ça n'a pas changé grand-chose. La prépa! Sans mentir, je vais être honnête, je pensais pas qu'on jouerait la relégation comme ça. Je pensais qu'on n'allait pas faire une très belle saison parce que la prépa avait été calamiteuse, mais pas à ce point. Mais par contre, dès la prépa, ça se sentait, c'était horrible. Il y a qu'une seule victoire, c'est contre 2 Truffers. C'est une D3 néerlandaise, on gagne dans les 2 dernières minutes. Après, on perd tous nos matchs et on les perd en étant à chier tout le long. Et à l'époque, on s'en alarmait et j'en parlais beaucoup, tu sais, sur Twitch et même avec la communauté. Ouais, c'est pas normal, ouais, c'est horrible, ouais, les mecs, c'est dangereux, ouais, non. Et t'avais les rassuristes. Mais la prépa, ça veut rien dire, machin. Carrément, il y avait des mecs qui disaient, je me rappelle, c'est la théorie qui me fumait le plus. Ouais, mais le problème de la prépa, c'est que c'est diffusé. Donc maintenant, les gens, ils commentent. Et tout ça, c'est pour l'argent. Parce qu'avant, on s'en foutait des prépas. Les gars, ça arrive que des clubs font des prépas pas très belles, fassent des prépas pas ouf. Et puis après, derrière, fassent de belles saisons. C'est pas forcément toujours connecté. Mais au global, je pense que si on fait une moyenne, en général, les clubs qui font, dans la majorité, les clubs qui font une mauvaise prépa, ils sont derrière aussi tout nuls. D'accord? Parce qu'en plus, le but de la prépa, c'est pas forcément de gagner les matchs. C'est juste de montrer des trucs. 4 matchs entiers sans marquer un but. On avait dépassé, en comptant le début de la Ligue 1, plus de 1000 minutes sans être même en tête dans un match. La catastrophe était visible. Dans le jeu, on était nuls. On se procurait pas d'occasion. On prenait but dans toutes les occasions. On était nuls de chez... Le milieu se faisait avaler les fesses. À chaque match, c'était inquiétant déjà de baiser. Et Laurent Blanc, à l'époque, il disait, on travaille le foncier, vous allez voir, on travaille le foncier. Ouais, bah, emoji flamme le foncier, hein, parce que vraiment, horrible. Donc en général, on connaît l'OL et on connaît un peu ces choses-là. Les gars, n'écoutez pas les rassuristes. Si votre club fait 5-6 matchs en montrant du néant, en général, c'est la merde aussi derrière. Et c'est important dès la prépa de pouvoir montrer un peu des choses. Juste de montrer qu'il y a un peu de travail. Ah tiens, telle combinaison. Ah tiens, ok, on tente des postes. Ah tiens, ok, là dans le jeu, on voit, on veut jouer en transition. Bref, n'importe quoi, mais du test, frère. Là, c'était bien de la merde. Alors, on repart sur le Textor Olas Gate. En toute fin de mercato, l'annonce tombe. Sous l'impulsion de l'ex-président du club, Jean-Michel Aulas, les comptes de l'OL sont gelés. À l'origine, une plainte pour diffamation de ce dernier à l'encontre de John Textor qui aura abouti au gel de 14,5 millions d'euros. En fait, c'est pas... Il y a la plainte pour diffamation, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que Textor devait racheter le reste des parts de l'OL. Quand il a fait sa reprise de l'OL, en fait, il devait racheter le reste des actions parce que je crois que dans la loi française, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, quand t'achètes un tel pourcentage d'une société, genre 70-80%, t'es quasi obligé de pouvoir, en tout cas, prendre le reste, quoi, tu vois. Et Olas, il avait toujours des parts, et en fait, Textor s'était engagé à lui reprendre des choses, enfin lui reprendre ses parts à un certain prix. Et Textor, de la même manière que l'achat en décembre, il est en retard sur tout. Textor, tu lui donnes un date à midi, il vient à 22h, et si t'es pas là, il t'appelle, il dit mais wesh, c'est quoi le problème? Et bah là, c'est la même chose. Jean-Michel Aulas, il fait ça en plein milieu du mercato d'été, c'est-à-dire qu'il a gelé les comptes de l'OL parce que l'OL était un peu en retard. Enfin, du coup, l'OL était un peu en retard pour... D'ailleurs, l'OL a aussi racheté les parts de Jean-Michel Aulas, hein. C'est l'argent de l'OL, c'est pas l'argent de Textor qui a fait ça. Mais bon, ça c'est soit dit en passant. Textor était un peu en retard sur ce paiement, genre de quelques jours. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé voir le tribunal de commerce, il me semble que c'est le tribunal de commerce, mais en tout cas, il est allé voir les instances qui pouvaient faire les choses, de Lyon. Ils sont allés sur les comptes de Eagle en France, ils ont trouvé 2,50 € à peu près. Et du coup, ils sont allés saisir les sous que lui devait Aulas ailleurs. C'est-à-dire sur les comptes de l'Olympique Lyonnais, qui était bien évidemment garant de tout ça. Ça a bloqué le mercato un peu d'été, ça a mis en danger même le fait de pouvoir payer les salaires des gens, des trucs, des machins, et ça a vraiment touché de fou les finances du club. Au final, ça y est, là, ils se sont rabibochés vite fait, ils ont trouvé une solution pour sortir de cette impasse, mais t'imagines qu'en plein milieu du mercato d'été, l'OL était à sec sur ses comptes quasiment, avec les comptes bloqués de sa machin, une grosse saisie de 14 millions. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Et après, Olas, on peut argumenter de est-ce qu'il a bien fait ou pas, parce que du coup, il savait que ça allait mettre un coup au club derrière, surtout en période de mercato. Peut-être qu'il aurait peut-être pu attendre le 1er septembre, mais bon, il voulait faire entendre sa voix, et je pense que vu qu'il s'était fait virer quelques mois avant, il l'avait toujours un peu là. Sacré péripétie. La magouille Nuama. L'avantage d'avoir John Textor comme président, c'est de pouvoir sortir des combines à l'échange Arthur Pjanic, bloqué par la DNCG. L'OL se voit dans l'obligation de procéder par des moyens détournés afin de se renforcer. C'est ainsi qu'arrive Ernest Nuama, gros prospect évolué à Nord-Jylland. Ce dernier a acheté 25 millions par Molenbeek, puis envoyé en prêt à l'OL. C'est bien, hein?
Molenbeek, qui a peut-être un budget à l'année de 5 millions, achète un mec 25 millions, puis après le prête. Donc le gars n'est jamais même passé à Molenbeek. Voilà pour la petite magouille. C'est des magouilles, bon, c'est des clubs de multipropriété. Hein, c'est pas très beau à voir, sans mentir. Moi, j'aime pas ça. De la même manière que j'aime pas voir à l'OL venir des joueurs de Botafogo toutes les 2 secondes, voir les mecs dont on veut se débarrasser aller à Molenbeek, et inversement, comme Jeffrey Nadei, Youssouf Koné et tout. Mais à l'époque, quand on avait été en contact à la DNCG, et les articles racontaient que la DNCG nous avait dit « Ok, vous êtes sanctionné. Vous voulez faire cette douille? Ok, une seule fois. » Bon, Molina, il avait dit qu'apparemment, il y avait eu des enquêtes sur ça du côté de la FIFA et tout. On n'a pas du tout de nouvelles de ça, donc on verra si à l'avenir on se fait taper sur les doigts pour ça. Mais en tout cas, du côté de la DNCG, de tête, ça avait été validé. C'est pas très beau, et j'espère par contre que Nuama, on le garde l'été prochain. Premier match, on perd contre Strasbourg, j'y étais. Deuxième match, Montpellier. Moi, j'arrive, je me dis, allez, vas-y, mon pote, on peut faire quelque chose de correct et tout, tu vois. C'est Montpellier, c'est la deuxième journée, c'est à domicile et tout. Allez, let's go. J'y étais. On s'est fait défoncer. Moussa Altamari nous a tués. Et c'est même joué de Tchaleta Tsar. Rémi Rioux nous a tués avec un but absolument clown. Deuxième journée, tu prends 4-1 à domicile, les gars, ça te met dans le bain de malade. Crois-moi, il y avait vraiment, je crois, c'était Ferry aussi, était sur le terrain, ancien Lyonnais qui avait fait une belle partie. Vraiment, deuxième journée de faire cueillir à froid en prenant 4-1 à domicile par Montpellier, crois-moi, ça t'annonce pas de belles choses. Après une défaite à domicile contre Montpellier, Laurent Blanc nous livre la recette magique pour espérer relever la tête et inverser la tendance. Bah, en fait, c'était le moment où Lolo White, lui, ça parlait déjà de fragile, pas fragile, fragile, pas fragile. Il a dit, bah, faut changer de coach. Dernière question, vous changeriez quoi? Parce que vous avez un effectif talentueux, mais vous n'y arrivez pas. Faut changer l'entraîneur. Faut changer Laurent Blanc. Pourquoi pas? C'était les déclarations, c'était l'environnement qui était pas ouf. Alors le changement de coach n'aura pas abouti sur du mieux, Grosso c'était pas mieux, mais un énième changement de coach, Pierre Sage a pour l'instant donné de bons espoirs. Donc en espérant que ça continue, on va en discuter après de Stonewise. Mais à Lolo White, franchement, il est fautif dans le sens où il avait sa responsabilité sur des choses, mais sans mentir, il a pas été aidé. Notamment parce qu'il a pas eu toutes les recrues qu'il voulait. Tu sais, lui, ça faisait longtemps qu'il demandait le fameux 6 avant qu'on lui ramène Paul Akwakoubé. Et puis après, derrière, genre, dès qu'il a son fameux 6, un match contre le PSG pour sauver sa tête. Oui, bravo, on va sauver ta tête contre le PSG. Et après, derrière, il est viré. Et Akwakoubé, il joue le match d'après. C'est-à-dire que quand il a eu son 6, il a même pas eu le temps de l'utiliser une seule fois avant d'être viré. Franchement, on a été un peu injuste avec lui, si je dois être honnête. Paul Akouokou, notre frérot recruté pour Lolo White, donc c'est un peu ce que je vous disais, ouais. En gros, il demande un 6 à corps et à cri. Fin août, on était sur Guido Rodriguez et tout, ça l'a pas fait. Et là, il y a Laurent Blanc, il contacte Jean-Louis Gasset, qui est son ancien adjoint, et qui est sélectionneur de la Côte d'Ivoire, et qui lui dit, ouais, Paul Akouokou, vas-y, ça le fait et tout, ça correspond un peu à ce que tu veux. Le Betis, on vient pour Guido Rodriguez, on part avec Paul Akouokou, qui est leur 6e milieu. 8 titularisations en 4 ans là-bas, je crois. 8 titus. C'est famélique. Et une carrière, voilà, Finlande, Israël et tout machin, il me semble. C'est un bon gars d'ailleurs, hein. Attention, je le taille pas en tant que personne. Mais c'est difficile de se dire que ça allait être un très grand joueur. Et force est de constater que pas très bon, sans mentir. À voir ce qu'on va faire avec lui, 2027, c'est 4 ans. C'est long. Mais je pense personnellement que ça va être difficile de lui imaginer un rôle à l'Olympique Lyonnais. Et le fouillis que d'aller prendre le 6 au dernier jour, comme j'ai dit, pour après derrière, il peut pas jouer contre Paris. Laurent Blanc qui l'a fait venir, parce que Paul Akouokou, c'est pas notre scouting qui a décidé, c'est Laurent Blanc qui a dit ouais, mon 6, machin, je sais pas quoi, Jean-Louis Gasset, il m'a dit ça. Et puis au final, on n'a jamais pu utiliser une minute. Donc ouais, bien moche. Diego Moreira et qui est Diegzi. Entre le match des héros et le Eleven All-Star, j'ai plus de minutes disputées que Diego Moreira au moment de son pré-payant à l'OL. Ça, c'est une textorade. Alors textorade, il y a eu des réussites, comme par exemple quand il nous ramène O'Brien, moins quand il nous ramène Jeffinho, et encore moins quand il nous ramène Diego Moreira. Alors il est pas complètement pourri ce joueur, juste il a pas trop le niveau, ça peut arriver, et surtout il est drôle, ça se voit que c'est un bon gars, ça aide pas au football. Mais en fait, la clownerie dedans, c'est qu'on vend Barcola. On a Nuama, mais Nuama, c'était pas forcément son remplaçant premier. On manquait de profondeur sur les ailes. Et à la dernière journée, Textor, en magouille avec Mendes, nous ramène en prêt de Chelsea, un jeune qui était à Benfica, pour la modique somme de 3 millions d'euros, le coût du prêt. On paye 300 000 par mois pour qu'il joue chez nous. Et certains me diront, mais c'est le salaire, mais même pas. Tu vas regarder la grille salariale de Chelsea, un jeune qui arrive comme ça là-bas, il a pas un salaire à 3 millions. Et donc en fait, on paye hyper cher pour jouer avec un mec qui n'avait quasi jamais joué en pro et qui, même s'il avait un potentiel, est pas non plus dingo. Masterclass de gestion. En plus, ce qui est bien à l'OL, c'est que notre situation, elle nous permet de pouvoir lâcher des 3 millions d'euros comme ça, n'importe comment, tu sais, sans aucune concertation, genre juste le président et un agent. Ah, le match de la honte. Alors, franchement, tu prends tous les matchs de Ligue 1 de cette saison, je pense que OL Nice est le pire et de très loin. 90 minutes de deux équipes qui ont pas envie de marquer. Nice qui dominait un peu plus, mais l'OL qui était recroquevillé
recroquevillé dans son camp, traumatisé par son début de saison dégueulasse et qui voulait juste prendre un pauvre point minable. Tolisso qui arrive à la fin en larmes et tout machin. Franchement, c'était immonde. Nice qui n'avait pas encore totalement bien digéré les volontés de Farioli, c'était l'un des pires matchs de football que j'ai vu de ma vie, une hérésie. Paradoxalement, contre le PSG, surtout en deuxième mi-temps et même en première, on a eu quelques occasions. C'était pas notre match le plus infamant dans le jeu. Mais quand à la 4e minute, Tolisso provoque un penalty en se prenant un pressing et qu'à la mi-temps au global, on arrive à 4-0, qu'est-ce que tu veux faire? Prendre un 4-0 à la mi-temps, se faire défoncer, puis après en deuxième mi-temps, allez, 4-1 machin. C'était juste le coup de marteau supplémentaire avant que justement il s'en aille, Laurent Blanc. Et on s'était fait humilier franchement. Mais après on avait quand même eu des occasions, hein. Genre de souvenir, le résultat est horrible, hein. Tu te prends 4-0 à la mi-temps, c'est quand même bien drôle, et bien terrible surtout. Mais on avait eu des occasions, c'était trop marrant. Mais bon, avoir des occasions à l'OL, on a bien compris que c'était pas suffisant. Suite à ça, les images qui font le tour du monde, voilà. Le capot qui prend à partie un peu les joueurs et qui leur fait une petite remontrance, voilà. Après, c'est pas étonnant non plus, tu vois. Au bout d'un moment, tu multiplies les trucs comme ça, t'as des supporters, ça gronde et c'est pas illogique, mais c'était un gros moment qui avait fait le tour du monde et t'avais plein d'images même de... C'était drôle parce qu'en France, ça rigolait, où ça disait ouais, c'est n'importe quoi, nana. Et puis par contre, tu regardais les commentaires YouTube, par exemple, des vidéos étrangères qui diffusaient ça, et ça disait ouais, les joueurs, même s'ils font de la merde, ils respectent leurs supporters, ils les écoutent et tout, et machin. Ça n'a pas été hyper utile, si on doit être honnête, parce que ça n'a pas donné des résultats derrière, mais c'était compréhensible à minima. Le Brest d'Éric Roy, très belle équipe de la première partie de saison, franchement, félicitations. Mais franchement, ce match-là, c'est l'explication de pourquoi 1-0, des fois, c'est pas un score qui... montre la physionomie d'un match. Parce que l'OL n'avait pris qu'1-0. C'était le premier match de Fabio Grosso. Il avait mis Cherki sur le banc, Diego Moreira titulaire et tout machin, Nuama. Et on s'est fait démolir. Brest nous a tués dans tous les compartiments du jeu de A à Z. Et si on prend que 1-0, c'est parce qu'Anto Lopez avait fait aussi beaucoup d'arrêts sur ce match-là. Mais on s'était fait complètement éteindre. J'avais jamais vu ça. Vraiment, je pense que ce match-là, paradoxalement, c'est limite fait encore plus éteindre que contre Montpellier, alors que Montpellier, on finit à 4-1, tu vois. Bravo aux Brestois, vous faites une très grosse saison et le match contre vous était pénible et vous nous aviez bien chié dessus. Moussa Dembélé, les dirigeants de l'OL sont tous incompétents et arrogants. Dans une interview accordée à Foot Mercato, Moussa Dembélé vide son sac sur le club qu'il a quitté quelques mois auparavant. Et beaucoup de vérité, hein, même si lui-même était pas du tout irréprochable, hein, à la fin c'était une caricature tellement son niveau de jeu était mauvais et dans l'implication et tout, il était très rageant, pas ouf. Il a quand même eu de belles choses à l'OL, je l'ai beaucoup supporté ce mec parce que à des moments je trouvais vraiment que c'était un vrai bon neuf sur ses bonnes périodes, 2018-2019, 2019-2020 et tout. Et mais au global, un passage assez frustrant qui finit mal, un peu comme Cartoko et Cambi. Mais ça a été une interview à Foot Mercato où il a dénoncé des choses que on savait aussi, mais ça faisait du bien de l'entendre par quelqu'un qui l'a vécu. Il a parlé de Vincent Ponceau, il a parlé de certaines choses que le club pouvait faire pour mettre en pâture certains et pas d'autres. Enfin, franchement, c'était une interview qui était vraiment très instructive et assez intéressante à lire. Même s'il n'était pas, je le répète, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui après derrière se servent de ça pour dire ouais, mais au final, le gars, il y était pour rien. Non. Moussa Dembélé, on pouvait lui reprocher des choses. Hein. Payé très cher, pas très performant, pas toujours très impliqué. C'était pas ouf. Mais, sorti de ça, pour être honnête, entre l'OL qui faisait 3e, 4e souvent dans les années 2015 à 2020 et l'OL 2020 à 2023 2024 là qui a pas rejoué, enfin qui a joué qu'une fois l'Europe depuis, il y a eu une descente et cette descente s'est expliquée par beaucoup de facteurs sur le terrain mais hors du terrain, l'un influençant bien évidemment l'autre et c'était les mauvaises décisions, la direction sportive dégueulasse, beaucoup de merde et ça faisait du bien de l'entendre, enfin pas du bien mais voilà, il a pointé du doigt. Après le licenciement de Laurent Blanc, l'heure est à la hâte côté lyonnais car il faut trouver le profil qui relèvera le club et lui permettra de la zone rouge. Le profil de Gennaro Gattuso est avancé mais c'est finalement Fabio Grosso, ex du club, qui sera nommé entraîneur principal. Alors, faut savoir que Gattuso, tout était quasi déjà scellé. Et en fait, il y a eu une sorte de grogne des gens à l'intérieur de l'OL et de ça. Pourquoi? Pas parce que Gattuso était un mauvais coach. Je pense vraiment que Gattuso pouvait même apporter un truc. Et là, maintenant, l'OM va un peu mieux sous son égide, même si au début c'était peut-être un peu compliqué. Et surtout, son profil, tu vois, aurait pu fédérer dans le vestiaire. Donc voilà, c'était la manière de sélection. En fait, la façon de choisir, c'était encore Textor et Mendes. Et Textor et Mendes, tu vois, Textor, il arrive, il te dit, je prends un nouveau directeur du recrutement, on va prendre un directeur sportif, ainsi, un machin. Puis à la fin, il fait comme Olas par moment, c'est-à-dire qu'il fait des décisions tout seul qui n'ont aucun sens, tu vois. Et en fait, c'est ça qui dérangeait, c'était en mode le processus de sélection. Même si Grosso, au final, ça n'a pas été ouf, il est issu d'un processus de sélection où tout le monde était d'accord pour le faire et trouvait ça cohérent. Ça n'a pas fonctionné, tant pis, et maintenant ça va mieux, tant mieux. Mais je préférais ça
Plutôt que encore ce truc de vas-y, président, agent, magouille entre les deux, tiens, je te propose mon gars, tu le prends, si, t'inquiète. Et ça, c'était très frustrant, tu vois. Parce que c'est pas comme ça que les clubs sains, ils fonctionnent. Les clubs qui ont une bonne direction sportive, qui travaillent bien, qui font des bons résultats, ils ont un processus cohérent qui leur permet de faire de bonnes décisions. Et on va dire que quand tu as un processus cohérent, ça veut pas dire que tout issu de ce processus va fonctionner, comme le prouve Grosso. Mais tu vas moins te tromper en moyenne que les trucs à l'arrache. Et moi, j'en avais marre les trucs à l'arrache. On n'a pas quitté Olas pour être avec John Michael Textor, tu vois, genre, ou Olas, tu vois, genre c'est-à-dire le même procédé. Donc, c'était un peu chiant. On en parlait tout à l'heure, les plus de 1000 minutes pour s'en mener au score. Donc, l'OL a dû attendre le 8 octobre pour mener pour la première fois au score dans un match de Ligue 1, mais pas seulement dans un match de Ligue 1, dans un match tout court, parce que du coup, on comptait toute la prépa, t'étais à quasiment 1000 minutes sans même être en tête dans un match. C'est quand même dire. Je pense que l'aventure de Grosso, elle aurait été différente sans ça. On gagne 3-1 contre Lorient. Et là, on prend banger de Darling Yongwa. Un but, encore une fois, de notre ami Croupi. Il dit pas de bêtises. Et bien évidemment, la perte de balle de Mama Baldé juste avant. On pensait avoir peut-être relevé la tête face à un Lorient qui avait une défense horrible et qui est, je crois, pire défense de Ligue 1 encore maintenant. Et malgré ça, le caca culotte très intense, le passage à 3 derrière, les changements, Grosso avec ses changements, c'était aussi un peu tué parce qu'il avait été extrêmement frileux. Et puis à la fin, encore une fois, la honte. C'est-à-dire que même après avoir fait un début de saison calamiteux, ce match-là, on fait une première mi-temps, on perd 1-0, et puis après on enchaîne à marquer des buts et tout, c'était plutôt bien, et puis au fur et à mesure tu coules, et tu te fais égaliser, typique OL, hyper rageant. Dans cet océan de négativité, nous comptons 2 motifs d'espoir, une victoire 8-2 contre les U21 du FC Sion au mois d'août, ainsi qu'une victoire 3-2 début septembre contre les nouveaux relégués d'Auxerre. Celle-là, c'est pour rigoler, c'est juste qu'en fait, on était tellement dans la merde qu'il y avait eu 2 matchs amicaux organisés. Un pendant la prépa, mais c'était un match amical pas diffusé contre les U21 du FC Sion. Et à l'époque, c'était sorti un peu dans la presse, c'est en mode, ouais, on avait gagné 8-2, des bons matchs, des buts de un tel. Alors que match pas diffusé, quel match inexistant, c'est comme ça, c'est la règle, c'est pas moi qui dis. Et ensuite, en septembre, pareil, pendant la trêve, entre justement le match du PSG et le match du Havre, on avait joué un match amical à huis clos contre Auxerre et apparemment on aurait gagné. Donc c'était trop drôle parce qu'en fait, on n'a pas gagné pendant des mois et des mois et des mois. Et nos seules victoires, c'était des matchs imaginaires. On dirait les buts de Pelé. Santiago Cucci, lui, vraiment, c'est un intérimaire, mais genre l'intérim pur, quoi. Il a fait 4 mois, tu vois, le même de la Panthère Rose avec le téléphone, tu vois. Donc le frérot, il vient, il fait 4 mois, il sert à rien, au global, vraiment, il sert à rien. Et quand il fait une interview pour parler un peu, c'est pour nous dire que tout va bien, que en fait, on est noté par des agences de notation qui nous mettent BBB+. Waouh, magnifique. Que tout est nickel, qu'il n'y a pas de crise, que tout est carré. Laurent Prudhomme lui succédera, il vient d'arriver, mais Santiago Cucci, il laissera absolument pas un souvenir indélébile. D'ailleurs, au passage, moi, je connais un peu, voilà, des gens qui travaillent au club et tout. Il avait fait des discours même devant eux. C'était lunaire. Les gens, ils avaient peur pour leur taf. Et lui, il était là, ouais, l'agence de notation, bon, on a 340 milliards de dettes, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, tout va bien. Complètement hors sol. Notre ami John Textor, quand il arrive un soir d'un match absolument calamiteux, je crois que c'était Clermont, ouais, c'était Clermont à domicile, et on est dernier, on a v'là les points de retard, c'est la merde, et il dit Fabio Grosso, tout va bien, on n'a pas peur d'être relégué, les autres équipes attendaient ça, machin nana. Alors, ça va mieux. Am I worried about relegation? Yeah. No. Not at all. No. Are you a fan? You shouldn't be either. That team is too good. Teams that get relegated don't play like that. You guys have been watching football a long time, right? You have to ask the question, I get it, no. Nobody in that locker room's worried. Our staff's not worried. I'm not worried. Anybody that really pays attention to this game, they're not worried. This is just talk. Alhamdoulilah, et j'espère qu'on fera une meilleure deuxième partie de saison. Mais à ce moment-là, arriver et dire qu'il n'y a pas de risque, alors que tu vois, statistiquement et tout, on était quand même bien parti pour un minima que ce soit risqué, c'est-à-dire qu'on puisse descendre, et arriver et être, tu sais, complètement hors sol, ça donnait vraiment envie de se flinguer. T'es dernier, tu gagnes pas, t'es nul à chier, t'as pas de points, tout est minable, quoi, tu vois. Et t'arrives comme ça pour dire, ouais, non, mais vous dites des choses négatives, machin, là. C'était la merde. Et ça a été suffisamment la merde pour changer à nouveau d'entraîneur, et c'est ce nouveau changement d'entraîneur qui apporte un peu plus de lueur d'espoir. Comme quoi, l'Olympico. Alors que tout va déjà mal au club, de gros incidents ont lieu sur le chemin du stade Vélodrome, blessant sérieusement Fabio Grosso à l'œil. La honte, hein, bien sûr. Alors il y a eu quelques condamnations issues de ça, mais on n'a plus trop entendu de nouvelles de ça, alors qu'il y avait eu quand même plusieurs dizaines de participants là-dedans. Hein. Mais bon, forcément, les bus de supporters et de l'entraîneur caillassé au match quand ça s'est rejoué, il n'y a pas eu d'incident. On espère que maintenant, désormais, ce sera ça, mais la honte internationale, un mec qui a failli perdre son œil, des mecs
qui jettent des pavés, des fusées, des torches, donc des trucs inflammables dans un bus. Allez regarder c'est quoi dans un bus. Des fois dans un bus il y a de la moquette au sol, tu vois, c'est un truc qui s'enflamme très vite, tu vois, c'est extrêmement dangereux. Et c'était une soirée n'importe quoi, vraiment complètement lunaire. Et voir Fabio Grosso en sang comme ça, le pauvre Fabio Grosso, son passage à l'OL, il sera pas indélébile. Et forcément ce soir-là il n'y a pas eu que ça, hein. Voilà, hein. Ce soir-là c'était également le moment avec le parquage, dérapage, salut nazi, imitation de singe et consorts. Voilà, la mocheté. Des mecs chauffés à blanc qui s'étaient fait agresser quelques heures plus tard, quelques heures auparavant. Un bon gros lot de débiles bien racistes dans le lot, et c'était la mocheté et des images bien dégueulasses. Il y en a quelques-uns qui se sont fait également choper. Ça avait été documenté en espérant que ça puisse ne plus se répéter à l'avenir, parce que à l'OL on s'en passerait bien. Voilà. Enfin, après 85 minutes de 11 contre 10, la première victoire s'est faite à Rennes. En général à Rennes on perd, mais ça faisait quelques années d'ailleurs qu'on n'avait pas gagné, et on avait réussi à gagner sur un but du grand Jacques O'Brien de Torse. Voilà, la seule, une des rares bons points de la saison pour l'instant. Et voilà, ça fait plaisir. Il a fallu aller la prendre, mais c'était pas pour moi une victoire fédératrice, parce que tu peux pas construire en montrant aussi peu de choses à 11 contre 10. Donc même si la victoire était bonne, bah on n'a rien construit. Le match d'après on s'est aussi fait éclater, et malgré cette victoire, Grosso est parti peu de temps après. DNCG épisode 2, alors forcément en novembre on repasse la DNCG, on la repasse toujours pas, donc il a fallu un troisième passage avec à nouveau de nouvelles choses prouvées. Donc ça c'était au niveau du refinancement de la dette. Donc l'OL a refinancé sa dette jusqu'en 2040 avec des taux d'intérêt peut-être un peu plus élevés, vu qu'on est dans une situation économique plus compliquée qu'à l'époque où il les avait pris. Mais voilà, ça fait que on a refinancé la dette, ce qui nous fait que chaque année on a besoin de payer moins de traites. Et donc vu qu'on a besoin de payer moins de traites, ça fait qu'on a moins voilà, tu vois, même si c'est sur plus longtemps. Donc au final on l'a quand même raté la deuxième fois, mais on l'a validé derrière. Mais on est quand même toujours un peu encadré au niveau des salaires. Ça a été dit dans l'équipe et c'est particulier. Grosso viré, donc comme on disait, après une défaite, voilà, qui a pris la décision de se séparer de Fabio Grosso à un mois de la trêve hivernale. C'est le troisième coach licencié en 12 mois, venant rejoindre Laurent Blanc et Peter Bosch dans la liste des derniers échecs. L'Italien n'aura passé que 7 matchs, une victoire, 2 nuls, 4 défaites. C'est dommage, c'était un jeune entraîneur qui avait montré des choses sympas en D2 italienne, mais c'est un entraîneur qui malheureusement a vite été dans l'urgence, ne se trouvait pas, tâtait beaucoup de choses et n'a pas fonctionné avec le groupe. C'est dommage parce que je pense quand même que c'était d'une un bon joueur à l'OL, et de deux au global ça peut être un technicien intéressant, mais son passage chez nous sera pas indélébile, et surtout il repart comme vous voyez marqué. Des regrets, mais on lui souhaite du bon pour la suite. On arrive enfin un peu à la fin, l'ère Stonewise, dans l'attente d'un nouveau coach. Pierre Sage se voit propulsé en position d'entraîneur principal du club. Donc là c'est pareil, c'est des voix à l'intérieur du club qui ont un peu poussé pour que Pierre Sage puisse avoir un peu sa chance. Pierre Sage c'est quelqu'un qui a été adjoint au Red Star d'Habib Bey, qui a travaillé à la formation, qui connaît et aime le club. Et en fait on s'est dit, t'avais plusieurs possibilités, Genesio forcément, et il y avait eu un article qui était sorti complètement lunaire où Ponceau, juste avant de quitter le club, sur 24 heures, avait forcé pour essayer de speedrun une sorte de coup d'état pour qu'on signe Genesio juste avant qu'il parte. Bref, Game of Thrones encore une fois. Et il y a d'autres voix internes qui disaient bon, on a essayé les entraîneurs extérieurs et tout machin, nana, ça fonctionne pas et tout. Venez intérim, on met un mec où ça pourrait peut-être donner un truc. Premier match à Lens, encourageant, même si à cette époque ça me cassait les couilles de le dire parce qu'on était dans l'urgence, avec malheureusement un match rageant, on joue mieux que Lens mais on perd. On se fait balayer contre l'OM, c'était humiliant. Et après ça, on gagne contre Toulouse à domicile, équipe qui est pas très en forme mais ça fait du bien, triplé de Lacazette, le braquage de Monaco, et enfin la dernière journée contre Nantes, donc la dernière journée de la première partie de saison. On est sur 3 victoires d'affilée, 0 but encaissé alors qu'on était à pire défense, donc il a réussi à trouver une certaine stabilité avec le passage à 3. On est meilleur sur coup de pied arrêté. Et au global, il a la confiance des cadres et apparemment ça leur va pour réussir à performer. Lacazette s'est remis à marquer, Lopez fait un très bon match contre Monaco, O'Brien est plutôt bon, Tchaïta Tsar a été ressuscité, voilà, Tchaïta Tsar va beaucoup mieux, Maxence Cacré revient au très bon niveau, on peut en attendre encore mieux de Cherki, mais voilà, au global ça va beaucoup mieux. Et pourquoi pas, donc pour l'instant il est jusqu'à la fin de saison, on vient de prendre 2 adjoints pour lui qui réclamaient, donc un mec pour les coups de pied arrêtés en particulier, c'est cool. Et on lui souhaite une destinée à la Francaise ou à la Will Steele, c'est-à-dire un intérim qui était pas prévu, mais qui finit mieux. Et on lui souhaite, parce que ça a l'air d'être un bon gars, et un gars qui comprend et qui aime le football, et qui a l'air honnête dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait. Donc courage Pierre Sage, et j'espère que ça va le faire, et que à la fin de saison, ça s'est tellement bien passé que tu enchaînes. Le double cambriolage au dernier match, ah oui, ça c'est une dinguerie. Afin de terminer 2023 sur une note à l'image de cette année, 2 cambriolages ont été recensés à la fin du dernier match de l'année contre le FC Nantes. Tagliafico et Maxence Cacré sont les 2 joueurs visés, ce qui explique par ailleurs l'image assez inquiétante. Donc on avait vu Tagliafico genre qui traverse un grand enjambé le terrain après qu'on lui a appris la nouvelle, après la victoire contre Nantes. Absolument
lunaire. Voilà pour la fin. Dédicace à Hugo pour l'édito et à Artan pour le graphe. Donc vous me dites ce que vous avez pensé de ce petit format thread. C'est un peu différent. C'est pas purement un thread Twitter, mais ça permet de pouvoir rediscuter. Si vous n'étiez pas fan de l'OL, vous avez sûrement raté une partie de ces choses-là, donc vous avez sûrement appris des trucs. Et puis voilà, en tant que fan de l'OL, moi je vous apporte plein d'informations supplémentaires, plein de trucs. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci à ceux qui ont aidé à travailler autour. Et puis voilà, lâchez un like, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine les amis, et on espère que l'OL fasse une meilleure année 2024, on fera peut-être ça pour l'année prochaine également. Des gros bisous, finissez bien, ciao ciao.